Bon, allez. Salut, c'est Hugo de Baltaz, bienvenue dans mon salon et dans le premier épisode des Baltips. Ici, dans ce format que tu peux consommer en vidéo sur YouTube ou en audio sur un petit peu toutes les plateformes de podcast, j'essaye de te donner des tips, des premiers apprentissages sur le milieu du vin, qui est un secteur qui, c'est vrai, peut paraître un petit peu compliqué au départ. Mais moi, j'ai envie de te montrer qu'en s'y intéressant un peu, en fait, ça devient vite très passionnant. Et pour ça, je vais mettre de mes invités sur le podcast, principalement des vignerons, en te mettant des extraits des discussions que j'ai eues avec eux, que je trouve intéressants au regard de ce que je suis en train de vous raconter. Aujourd'hui, je vous parle des 3 choses que j'aurais aimé qu'on m'explique en premier quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu du vin. 3 grandes questions. La première, c'est qu'est-ce qu'un vigneron et qu'est-ce que la différence entre un vigneron récoltant et un vigneron négociant. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'une appellation. Et la troisième, c'est qu'est-ce qui fait le prix d'une bouteille de vin. Allez, on passe au cœur de cette vidéo, partie 1. Vigneron, plusieurs sens. Alors un vigneron, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelqu'un qui fabrique du vin. Le vin, c'est du jus de raisin fermenté, donc il faut du raisin, et la façon dont le vigneron se procure le raisin, ça nous intéresse pas mal pour commencer à les classifier dans plusieurs catégories. La première catégorie, c'est le vigneron récoltant. Lui, il maîtrise toute la filière de A à Z, c'est-à-dire de la vigne jusqu'à la bouteille. C'est lui qui fait tout. C'est ses vignes, il s'en est occupé toute l'année, c'est lui qui a vendangé, c'est lui qui a mis en bouteille, c'est lui qui commercialise. Le deuxième, c'est le vigneron négociant. Lui, c'est un vigneron, mais qui achète du raisin à des viticulteurs, des agriculteurs dont le métier est uniquement de produire du raisin, pour ensuite le transformer en vin. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les anthropositaires agréés. Ça, c'est des entreprises ou des coopératives dont le métier est uniquement de fabriquer du vin. On pense par exemple aux caves coopératives ou aux maisons de négoce. Alors, il existe évidemment des vignerons récoltants qui ont aussi une partie de négoce. Cette partie d'achat de raisin, ça leur permet, par exemple, lors d'années très difficiles au niveau de leur production de raisin, parce qu'il y a eu des aléas climatiques, de la grêle, parce qu'il y a eu de la maladie, et bien d'avoir quand même du vin à vendre, en achetant du raisin sain. Il y a aussi des domaines qui ont des stratégies beaucoup plus globales avec la négoce. On pense notamment au Château du Cèdre, qu'on a reçu sur le podcast, et ça, Jules nous en a parlé. Et puis il y a aussi eu la création d'une partie négoce. Ils l'ont monté de cette manière. Ils fonctionnaient comme si c'était leur raisin, c'est-à-dire qu'ils apportaient tout le savoir du début à la fin. Eux, ils se sont dit, on va se servir de cet outil pour influencer, guider, dans cette idée-là de faire monter l'appellation en qualité. Une vision de construire quelque chose avec les gens, quoi. Donc avec les vignerons. Comment ça se passe avec ces vignerons-là ? Parce que... Mais il y a plein de cas différents. Il y a, sur notre partie négoce, il y a des vignerons avec qui on travaille toujours depuis 20 ans. Et il y a d'autres vignerons qui ont fait leur propre chemin, qui ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans avec nous, et qui ont fait leur propre chemin, et qui ont volé leurs propres ailes. Ça dépendait de l'envie du vigneron aussi, quoi. C'était... Qu'est-ce que eux ils y gagnent, tu vois Mais au départ, quand t'es jeune, mon père allait souvent aider des jeunes vignerons. Et quand t'es jeune, tu peux gagner 5 ans d'un coup, quoi. Ces jeunes-là, je me mets toujours un peu à leur place. C'est entre guillemets que du raisin à vendre. Vouloir par exemple travailler en bio et tout, le travail des sols, c'est quand même une contrainte, il y a une quantité de travail. Qu'est-ce qu'il a à gagner ? Parce qu'au final, il va pas avoir une bouteille étiquetée avec son nom, tu vois. Enfin, il doit changer complètement sa manière de travailler, ou en tout cas travailler d'une certaine manière plus contraignante. Est-ce qu'il y a aussi un peu le facteur économique ? Est-ce qu'on achète le raisin un peu plus cher si tu fais comme ça ? Il y a ça qui rentre en jeu. Et après, l'idée, je reparle encore d'ambition, mais je trouve que ça part de là. C'était en fait, ils voulaient leur transmettre ce truc-là, quoi. C'était, vous êtes sur un terroir magnifique. Un terroir, c'est de l'or. Il faut pas en faire n'importe quoi. Il faut mettre tout en œuvre et puis on va monter les prix, puis on va y croire, quoi. C'était y croire, quoi. Voilà. C'était plutôt presque la base de ça, c'était croyez en vous, quoi. Il y a aussi des vignerons, des domaines en fait qui ont fait de tels investissements en termes de techniques d'installation, de cuves, etc., qu'ils ont une capacité à vinifier, c'est-à-dire à fabriquer du vin bien supérieure à la quantité de raisin qu'ils tirent de leur production. Bien pour rentabiliser tous ces investissements, ce qu'il faut, c'est qu'ils achètent du raisin à d'autres pour fabriquer du vin. L'inverse est aussi très vrai, peut-être même plus courant, c'est-à-dire des vignerons qui ont beaucoup de terre, beaucoup de vignes, donc à la fin de la vendange, beaucoup de raisins, et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas vinifier l'ensemble de cette production. Ça, parmi ceux qu'on a rencontrés, c'est notamment le cas du domaine Guérard à Gaillac. On en a parlé avec Laure, en fait, c'est un domaine qui a redémarré en 2013 l'activité viticole, qui a rapidement, par le jeu des opportunités, eu accès à une trentaine d'hectares, mais qui ne met pas ces 30 hectares en bouteille en son propre nom. Je vous laisse avec l'extrait. On passe pas de 0 bouteille à 30 hectares en bouteille du jour au lendemain. Parce que les bouteilles, il faut les vendre, en fait. À un moment donné, si on n'a pas les clients, ça sert à rien de produire. On a eu un fonctionnement progressif à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Le développement de la bouteille, qui est notre objectif encore aujourd'hui, de poursuivre le développement de la bouteille. Développer de la bouteille, ça veut dire mettre en bouteille vos 30 hectares. Voilà, développer la production de bouteilles par rapport aux surfaces de vignes dont on dispose. La première année, on a fait 10 000 bouteilles. La deuxième année, on en a fait 25 000, etc., etc. Aujourd'hui, on en fait 80 000. 80 000, ça veut dire que vous n'embouteillez pas les 30 hectares, vous en On vendez... n'embouteille toujours pas les 30 hectares. On a encore une marge qui
elle, est travaillée différemment. Une part de raisins vendus sur pied à des personnes, des petits négoces en fait, des gens qui comme nous quand on a démarré cherchent du raisin pour faire leur vinif. Vendu sur pied, ça veut dire que c'est eux qui viennent vendanger, etc. Alors voilà, on a les deux formules. Soit on vend sur pied, soit on vinifie pour compte de quelqu'un d'autre et une fois la vinification terminée, il récupère le vin, il fait ses assemblages, voilà. Et puis on est soutenu également par une des coopératives locales à qui on laisse prendre une petite partie encore aujourd'hui de notre récolte pour nous soulager de ce qu'on n'est pas capable de gérer par nous-mêmes. On est ce qu'on appelle apporteur partiel en fait. Chaque année, on va leur dire cette année, compte tenu de la situation climatique, de ce qu'on va récolter en volume, de ce qu'on veut produire pour nous en bouteille et des contrats qu'on a en négoce, il vous reste tant. Donc voilà, ils nous accompagnent là-dessus, ils jouent le jeu. Alors en tant que consommateur, comment on s'y retrouve ? Eh bien, vous avez un outil super utile, c'est la capsule sur la bouteille, c'est-à-dire la partie métallique qui recouvre le bouchon de liège au-dessus de la bouteille. Et au-dessus de cette capsule, il y a une petite étiquette ronde sur laquelle vous allez trouver toujours un de ces 3 codes, R, N ou E. R, c'est vigneron récoltant, c'est-à-dire que le raisin qui a servi à fabriquer du vin appartient au vigneron, a été vendangé par ce vigneron, le vin a été fait sur place et il est commercialisé par le vigneron. N, c'est l'inverse, non récoltant ou négociant, le raisin a été acheté. E, entrepositaire agréé, c'est-à-dire que là vous avez du vin soit de cave-coop, soit de faiseur de vin en général. La question d'après, c'est est-ce qu'il y a une échelle de valeur entre ces différentes capsules ? Bon, évidemment, c'est une question assez complexe, puisque en fait, il y a de tout. Moi, je pense qu'il faut de tout et je pense que c'est bien qu'il y ait de tout. Si je vous donne 2-3 repères, en gros, plus vous allez aller vers des faiseurs, plus vous allez avoir à des gens qui sont capables d'avoir des économies d'échelle en termes de mécanisation, en termes de tout ça. Et ces économies d'échelle, elles vont pouvoir leur permettre de vous proposer des bouteilles à des prix plus attractifs, plus raisonnables. À l'opposé, plus vous allez chez un vigneron récoltant, plus vous allez aller en fait dans de l'artisanat, des économies d'échelle qui deviennent beaucoup moins possibles et des prix de bouteilles de vin un petit peu plus hauts. Mais en revanche, vous avez les avantages de l'artisanat, c'est-à-dire un vigneron qui connaît parfaitement ses terroirs, qui a pris soin de sa vigne toute l'année et qui fait du vin à l'image de ses terroirs et à son image à lui. Tandis que chez les faiseurs, vous allez avoir des vins un petit peu plus standardisés, dont l'objectif à la cave en vinification, lorsqu'ils vont fabriquer le vin, c'est de se rapprocher de ce qu'on attend généralement d'un vin, par exemple, de cette appellation-là. Tandis qu'un vigneron récoltant peut prendre un petit peu des libertés et, parce qu'il juge que faire du vin excellent avec ses terroirs nécessite des choix particuliers, eh bien il peut prendre la liberté de les faire, beaucoup plus que par exemple dans une cave coopérative. Puisqu'en fait dans ce genre de structure, du raisin provenant de plusieurs viticulteurs peuvent tout à fait être assemblés pour faire une seule bouteille. Et ça vous enlève quand même un petit peu à la fois la variable terroir et surtout la variable vigneron, ses choix, sa pâte qu'on retrouve beaucoup plus facilement chez du vin de vignerons récoltants. Voilà, moi je pense qu'en fait le plus important c'est d'être éduqué, de savoir ce qu'on boit. Et maintenant j'espère qu'avant d'ouvrir une bouteille de vin, eh bien vous regarderez la capsule pour voir ce dont il s'agit. Chez Baltaz, évidemment moi je pense que la variable vigneron elle est importante. C'est celle que j'ai envie de vous faire vivre, c'est-à-dire que les intentions, l'histoire personnelle d'un vigneron, elle se retrouve en fait dans le vin. Ce qui explique que sur baltaz.co vous allez essentiellement trouver des vins de vignerons récoltants, mais pas uniquement. Par exemple, le château du Cèdre chez Jules que vous avez vu juste avant, son entrée de gamme, elle est constituée d'une petite cuvée de négoce et c'est hyper intéressant en termes de rapport qualité-prix puisque ça nous permet d'accéder à un domaine reconnu en termes de vinification pour ses qualités, etc. à des prix tout à fait raisonnables. Allez, tips numéro 2, les appellations. Bon là, on attaque quand même un gros morceau. En fait, sur une étiquette d'une bouteille de vin, vous allez trouver généralement les informations suivantes. Mais attention, pas uniquement, et des fois il y en a d'autres, donc c'est un peu compliqué. Mais la plupart du temps, vous allez avoir en premier le millésime. Une année écrite, en fait cette année, c'est l'année pendant laquelle ont été récoltés les raisins qui ont servi à fabriquer ce vin. Ça y est, sur la plupart des étiquettes, sauf peut-être l'exception principale, c'est le champagne. Parce que les vins de champagne sont souvent des assemblages de plusieurs millésimes, sauf en ce qui concerne les champagnes millésimés, qui eux, comme leur nom l'indique, ont le millésime qui apparaît sur l'étiquette. Vous allez avoir ensuite le nom du domaine, le nom de la cuvée. Ça, c'est plutôt des noms commerciaux. Et enfin, vous allez avoir la région et ou l'appellation. Parce que des fois, l'appellation se suffit à elle-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi, elle encadre sur l'étiquette principalement la géographie. C'est-à-dire que en termes de localisation, la personne qui embouteille peut faire apparaître deux informations. La première, c'est l'adresse du domaine ou l'adresse de la maison de négoce. Et la deuxième, c'est donc l'appellation. C'est tout. Quand je vous parle d'appellation, je parle depuis tout à l'heure
et on parle généralement d'AOP, appellation d'origine protégée. Avant, ça s'appelait AOC, mais depuis l'européanisation des règles, on dit plutôt AOP. Attention, le nom du domaine n'est pas une information géographique, ce qui fait que par exemple, notamment plutôt en grande surface, vous allez trouver des vins qui sont par exemple étiquetés avec écrit Château Dupont, avec une belle photo d'un château, etc. En réalité, ce château-là peut-être n'existe même pas. C'est juste un nom commercial. Mais comme c'est pas une indication géographique, eh bien l'embouteilleur, il a la liberté de mettre ce qu'il veut sur l'étiquette. Donc l'appellation, allez, puisque c'est à ça qu'on s'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Bon, eh bien, en fait, dans une AOP, vous avez plusieurs informations. La première, la plus importante, c'est donc une information de géographie. C'est-à-dire qu'une AOP, il faut comprendre que c'est tout un cahier des charges, mais avec tout en haut du cahier des charges, la localisation. C'est-à-dire les endroits exacts où peuvent être plantées les vignes qui donnent des raisins pour fabriquer les vins de cette appellation-là. C'est le plus important, et on considère que ces terroirs, ces endroits qui ont été sélectionnés, correspondent au regard des autres terroirs qui l'entourent comme étant les meilleurs pour fabriquer du vin. Mais en fait, une appellation, c'est pas que des informations géographiques, tout du moins une AOP. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de la localisation, vous avez par exemple des contraintes d'encépagement. Le cépage, c'est la variété de raisin. Et en fait, dans le cahier des charges d'une appellation, eh bien, généralement, il y a une liste de cépages autorisés, plus ou moins longue, et des fois des proportions, plus ou moins contraignantes. En plus de ça, vous avez par exemple le rendement. Le rendement, c'est la quantité de litres, ou plutôt d'hectolitres d'ailleurs, de vin qu'on produit par hectare de vigne. Dans une appellation, on recherche une certaine qualité. Et de façon générale, on peut considérer que plus vous baissez le rendement, plus vous augmentez la qualité du vin. Donc une appellation, elle a des fois tendance à limiter par le haut le rendement, à dire par exemple dans cette appellation-là, on n'a pas le droit de dépasser 50 hectolitres de vin produit par hectare de vigne. Donc tout ce cahier des charges-là, plus ou moins contraignant, ça constitue une appellation d'origine protégée. Et pour pouvoir mettre le nom de cette appellation sur l'étiquette, par exemple Saint-Joseph, par exemple Châteauneuf-du-Pape, par exemple Saint-Nicolas de Bourgueil, eh bien, la personne qui embouteille le vin est obligée d'avoir respecté tout ce cahier des charges. Alors attention, il n'y a pas que des vins d'AOP en France. Je vous ai dit, l'AOP c'est le plus haut niveau d'identification. Mais si on descend d'un cran, on trouve par exemple les IGP, les indications géographiques protégées. Là c'est uniquement de la géographie et c'est souvent des secteurs beaucoup plus vastes que sur les AOP. Et enfin, si on descend encore, on trouve les vins de France. Là simplement, vous savez simplement que le vin il vient de France. Est-ce que ça veut dire que ces vins-là sont moins bons? Pas du tout. C'est juste que ces vins-là, ils ne respectent pas le cahier des charges d'une appellation. Ça peut être pour plein de raisons. La première évidente, c'est que les vignes ne sont pas situées dans une appellation. La deuxième, ça peut être des choix de vignerons aussi. Lui, il a voulu assembler ce cépage qui est pas dans le cahier des charges des appellations, mais il trouve que ça marche très bien et du coup, il l'a assemblé, quitte à ce que son vin ne puisse plus s'appeler par le nom de l'appellation, mais il l'accepte. Voilà, il y a plein de raisons différentes. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la consommation de vin à l'échelle française et même à l'échelle mondiale, elle s'est pas mal construite autour de ces appellations, puisque une appellation vous donne quand même pas mal d'informations, ça vous donne un profil de vin. Même si à l'intérieur d'une appellation, il y a beaucoup de diversité. Des fois, on peut se faire piéger. Et puis, autre chose, c'est qu'il y a des régions, et c'est notamment le cas pour les principales régions françaises, que sont Bordeaux, la Bourgogne et le Champagne, où c'est plus compliqué que ça, puisqu'à l'intérieur d'une appellation, il y a des niveaux. D'ailleurs, ce côté un petit peu complexe, moi, je pense que ça participe au fait que la compréhension du secteur du vin, ça soit un petit peu compliqué. Rassurez-vous, chez Baltas, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt de rattacher une bouteille à un vigneron ou une vigneronne, à son histoire personnelle, à ses choix. Qui décide des cahiers des charges de ces appellations? En fait, c'est l'INAO, et c'est un organisme indépendant, public, d'État, qui dicte les règles. Vous imaginez bien que cet endroit, c'est quand même un haut lieu d'influence, parce que pour un vigneron, c'est hyper intéressant d'avoir une appellation. Ça donne de suite une crédibilité, ça permet de s'organiser collectivement pour promouvoir l'appellation. Du coup, c'est un lieu quand même où il y a pas mal d'influence qui s'y joue et qui s'y exerce. Et ça, on en a parlé avec Anne du domaine Le Roc à Fronton. Fronton, c'est une appellation qui existe uniquement en vin rouge. Ça ne veut pas dire que les vignerons ne produisent pas de vin blanc, c'est le cas d'Anne, elle fait des blancs, mais ils sont étiquetés en vin de France. Mais elle aimerait bien, grâce à un cépage très spécifique de cet endroit, que l'appellation Fronton Blanc naisse. On en a parlé avec elle. Vous irez voir sur les réseaux sociaux Domaine Le Roc et tout. Je me suis dit, hier quand je préparais, je me suis dit, il pousse le blanc là. Il y a une propagande pro-Whistler. Voilà, je me suis dit, le Whistler c'est un cépage qui a été redécouvert il n'y a pas hyper longtemps finalement et qui pour toi revêt un potentiel incroyable. C'est un cépage blanc qui a été retrouvé il y a quelques années par Philippe et Diane Cauvin du Château La Colombière à Fronton et qui peuvent vraiment faire des blancs de gastronomie. Comment on fait pour créer une appellation ?
Oh là là, là il faut demander à mon père, il est je crois qu'il planche un peu avec l'INAO sur le dossier depuis 3 ans. Donc l'INAO, c'est un organisme national. Voilà, des appellations Voilà. d'origine contrôlée, quoi. Voilà, il faut comprendre que c'est je pense, un espèce de haut lieu d'influence. Le chantier paraît énorme. Alors bon, il y a ton papa qui sûrement connaît beaucoup de monde, etc. Mais c'est ça, c'est un jeu de... Oui, bon, il connaît pas grand monde à l'INAO et je crois que surtout, on a commencé le dossier et des gens plutôt en charge du dossier ont changé de poste et c'est des nouveaux qui sont arrivés. Donc il faut recommencer du début, tu vois. Ouais. Mais là où on a pas mal de chance, c'est que alors c'est des dossiers qui prennent 5 à 10 ans. Hein, c'est normal. Enfin, normal. En tout cas, c'est comme ça. On le sait. On le savait. Ce qu'il faut, c'est avoir au moins une cinquantaine d'hectares. Aujourd'hui, je crois que Bouisley, si je ne dis pas de bêtises, c'est 15 hectares. Auprès des vignerons, la messe est dite. Et là où on a de la chance avec... Enfin, de la chance, je ne sais pas. On verra si cette appellation blanc existe. Mais aujourd'hui, on la propose sur un territoire d'appellation géographique qui existe déjà. En AOP, fronton rouge et fronton rosé. Et je pense que quand tu crées une appellation, définir le territoire géographique, c'est ce qui prend le plus de temps. Parce que c'est les gens qui viennent et qui disent toi, à droite du chemin, t'es en AOP, à gauche, t'es en vin de France, quoi. Et là, donc, le vigneron qui se retrouve du mauvais côté du chemin. Voilà. Ouais. Donc, c'est des choses très compliquées. La chance qu'on a, c'est que comme on a un territoire qui est déjà défini, il suffit que déjà qu'on prenne le même territoire. Et ça va nous faire gagner, je pense, pas 5 ans, mais peut-être. Et après, comment on crée une appellation, j'avoue, j'ai pas trop les détails. On a déjà réfléchi à un cahier des charges, à une charte de bonne conduite, avec les vignerons qui le produisent, notamment avec Thibaut, Pénavert. Bon, et puis les appellations, vous l'avez compris, ça a un pouvoir commercial non négligeable. Et ça nous amène directement à notre troisième tips, notre troisième grande question. Qu'est-ce qui fait le prix d'une bouteille de vin ? Ouais, c'est une question qu'on se pose assez vite quand on s'intéresse au milieu du vin, puisqu'on se rend compte que entre l'entrée de gamme et des très grandes bouteilles, il y a un multiple de prix qui est à peu près infini. Et ça interloque quand même. Alors qu'est-ce qui explique ça ? Je vais essayer de vous donner les premiers éléments de réponse. La première variable, c'est sûrement celle dont je viens de vous parler. C'est l'appellation. Et oui, il y a des appellations qui sont plus prestigieuses que d'autres. C'est comme ça, un grand cru de Bourgogne, ça coûte plus cher qu'un IGP du Sud-Ouest. C'est un rapport entre l'offre et la demande, c'est le marché qui fabrique ça. Il y a énormément de demandes pour ce genre de vin, une offre très limitée parce que les secteurs sont pas immenses. Et ça crée une montée des prix. Et à l'intérieur d'une appellation, vous avez des domaines qui sont encore plus cotés, encore plus rares, encore plus demandés. Et eux, les prix, ils explosent encore plus. Alors, ce qui est intéressant à l'échelle globale, en fait, c'est de se rendre compte que la consommation de vin, elle change en France. Grosso modo, aujourd'hui, on boit moins de vin qu'avant, mais on boit mieux. Ça veut dire que des appellations, en fait, qui étaient historiquement liées plutôt à des vins de grande quantité, des vins de soif, des vins de table, des vins que nos parents, nos grands-parents avaient à tous les repas posés sur la table, ces appellations-là, en fait, elles vendent beaucoup moins de vin. Et si elles ont envie de continuer à vivre, si les vignerons qui la composent ont envie de continuer à vivre, ils sont obligés de changer, de produire des vins de meilleure qualité et avec des prix aussi qui montent un petit peu, puisqu'ils en vendent moins. Une appellation très symbolique de ça, c'est Cahors, dans le Sud-Ouest. Et un des domaines qui a été leader de cette montée en gamme, qui l'est encore aujourd'hui, c'est le Château du Cèdre. Et on en a parlé avec Jules. Ici, au Château du Cèdre, ils arrivent à sortir des cuvées millésime après millésime, qui ressortent, qui... Voilà. Autour des années 2000, c'est là que ça a commencé. Ils ont vraiment mis en place des belles choses côté production, donc en viti, à la vigne et en cave. Et là, ils ont un peu le culot d'aller, donc ils vont faire des salons à Bordeaux, etc., Vigny Sud, etc. Et ils ont le culot de, ce que je disais tout à l'heure, de dire, mon vin, il vaut ça, et d'aller se bouger, et d'aller rencontrer les gens, d'aller convaincre les acheteurs, d'aller convaincre les journalistes, les prescripteurs. C'est une grande bataille qui commence ok, on fait des bons vins, maintenant il faut leur prouver et leur montrer, quoi. On a des certitudes sur la qualité de ce qu'on fait maintenant. C'est ça. Maintenant, il faut réussir à le mettre sur le marché, quoi. À une époque, alors c'est encore un peu aujourd'hui, mais à une époque où il y a cette réputation de l'appellation Cahors, en termes de commerce, là c'est un challenge énorme parce que la qualité elle a monté, le prix aussi il a monté, et il faut arriver à faire accepter à des gens d'acheter du Cahors au prix du Bordeaux, quoi. Donc, c'est ça, il faut aller se comparer, il faut aller prouver qu'on n'est pas moins bon, il faut expliquer. Il faut expliquer, tout le temps expliquer. Et là, c'est un long chemin que nous, on doit continuer à faire. Ça continue aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Les appellations, vous avez compris, c'est des réputations. Parfois très bonnes, parfois un peu moins bonnes. Et d'ailleurs, ce truc-là, on en a parlé avec Anne sur le fait de vendre du vin de Fronton à Toulouse. C'est à côté et pourtant, c'est pas toujours évident, vous allez voir. Moi, quand je suis arrivée, ça m'a choqué, clairement, qu'il y ait
qu'il n'y ait pas de fronton. Je demandais pas ce qui est notre vin, le domaine Le Roc, mais je voulais qu'il y ait au moins un fronton à la carte, quoi. Et un gaillac, on est les appellations les plus proches. Moi, je suis allée dans des restos où je fais tout le temps un peu l'ingénu. Je pars un vin local, alors j'ai un petit Pic Saint-Loup, mais c'est pas local. On n'est pas aux États-Unis, genre 250 bornes, c'est pas local en France. Ouais. Au début, c'était un peu... À vrai dire, comme dans beaucoup d'appellations, tu te dis nul n'est prophète dans son pays. On me disait mais regarde le muscadet à Nantes. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui le muscadet à Nantes, il commence à avoir la cote. Fronton à Toulouse n'a pas encore la cote. Ça a quand même vachement changé. Je sais pas pourquoi, il y a eu un engouement pour les vins du Sud. Je pense qu'à Toulouse, on est la ville qui consomme le plus de Pic Saint-Loup en France, mais même à Montpellier, je suis pas sûre qu'ils en consomment autant. Et donc c'est vrai que le Toulousain a une image ultra néfaste du fronton parce que, je sais pas, moi les premières adresses où j'y allais là, donc 21 ans, je me disais allez je vais faire déguster et tout. Je tombais sur des gars de 50 ans qui me disaient « Ouais, vous savez, mademoiselle, je buvais du fronton dans le garage de mes parents, c'était dégueulasse. » Ouais, mec, c'était il y a 40 ans. Donc, en fait, toutes les appellations du Sud-Ouest, elles ont fait un bond en 40 ans. Les gars étaient un peu dans le refus de redécouvrir l'appellation. Ils s'en sont vraiment pas chauds, pas fiers du tout. Donc, je pense que fronton, du coup, c'est bien développé ailleurs. Et maintenant, ça fait quelques années, on a la chance d'avoir le directeur de l'AOC, Benjamin Piccoli, qui promeut énormément les vins de fronton dans la région, qui fait beaucoup d'opérations de presse, de communication, d'organisation de dégustation avec des professionnels. Et je trouve que, ça y est, ça fait quelques années, je vois que ça commence à payer parce qu'on commence à avoir des ambassadeurs à Toulouse, des gens qui sont fiers, notamment grâce à des gens qui n'étaient pas de la région, qui sont venus s'installer à Toulouse, des chefs, des cavistes, mais même pas que dans le monde de la gastronomie, et qui a dit « Mais c'est génial, il y a un vignoble aux portes de la ville. » Eux, ils ont zéro a priori négatif sur la négrette. Généralement, ils trouvent que, comme ils n'ont pas d'a priori négatif, les vins ont un super rapport qualité-prix. Et en fait, ces gens-là, du coup, ça devient des micro-ambassadeurs. 2 ans, 3 ans, là, juste avant le Covid, où on commence enfin à voir... que les mentalités changent. Donc le vin arrive à Toulouse grâce au nom toulousain. Ouais, mais petit à petit, tu me donneras le nom du caviste en off pour que j'aille lui dire 2 mots. Et puis certains vignerons qu'on aime ici et qu'on a rencontrés, je pense notamment à Simon du domaine de Ribonnet, eh bien lui, il n'a aucune parcelle de vigne dans une appellation. C'est-à-dire que tous ses vins sont étiquetés IGP Comté-Tolosan. Forcément, en termes de commerce, ça a de fortes influences. Je vous mets l'extrait maintenant. Simon n'a aucune cuvée qui est située dans une AOC. La partie commerce, ça envoie quand même... Spontanément, moi je me dirais, ça envoie quand même rendu plus difficile. C'est un avantage et c'est un handicap d'être hors appellation. Mais si on parle purement commerce, effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile puisque cette IGP dans laquelle on se trouve, qui s'appelle l'IGP Comté-Tolosan, elle n'est promue nulle part. Et bon, elle n'a pas vraiment raison d'avoir de promotion particulière puisque en fait elle est très vaste, elle est géographiquement pas très identifiée et tous les vins qui sont produits en IGP Comté-Tolosan sont complètement différents. Donc on peut pas avoir une force commune derrière de communication. C'est pour ça que c'est pas écrit très gros surtout. C'est pour ça que c'est pas écrit très gros. Il faut s'imaginer qu'on se loupe un paquet de ventes déjà. Puisque personne, en fait, officiellement va chercher un IGP Comté-Tolosan. C'est ça. Contrairement à quelqu'un qui, je veux un gaillac, je veux un fronton, Il faut vraiment, nous, notre job, c'est de travailler sur le nom de notre marque, quoi, finalement, qui est Domaine de Ribonnet, quoi. Ça demande peut-être d'autant plus d'efforts. Ce qui est encore aussi, même encore des fois encore plus difficile, des fois sur des appels d'offres, justement, on parlait un peu de l'export, sur des appels d'offres où les acheteurs vont chercher une région en particulier, où nous, on coche aucune des cases, quoi. Donc du coup, ça nous ferme plus ou moins certains marchés. Maintenant, la réponse, elle doit être dans les vins, elle doit être dans la qualité de nos vins. Et il faut se montrer, il faut se bouger pour se faire connaître. Et que les gens retiennent Ribonnet et pas... Dans les variables qui font le prix d'une bouteille de vin, vous avez aussi évidemment, est-ce que le vigneron fait tout ? Est-ce que le vigneron est un vigneron récoltant ? Je vous ai expliqué un petit peu au début que plus on est chez des faiseurs, plus les économies d'échelle sont faciles à faire. Tandis que chez un artisan qui a ses 5 petits hectares, qui doit quand même s'acheter un pressoir, qui doit quand même s'acheter des cuves, qui doit quand même s'acheter des barriques, ça fait des coûts importants de production qui se retrouvent dans le prix final d'une bouteille de vin. Les coûts de production, justement, ils dépendent de beaucoup de choses et ils sont très influents dans le prix de la bouteille de vin. C'est-à-dire que, par exemple, on peut penser à
quel est le mode de conduite des vignes? Est-ce qu'elles sont conduites en agriculture conventionnelle? Est-ce qu'elles sont conduites en agriculture biologique? Où sont les vignes? Dans quel secteur elles sont? Est-ce qu'elles sont dans un secteur dans lequel un tracteur ne passe pas parce qu'il y a par exemple trop de pentes? Du coup, il faut y aller à pied. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de travail, ça coûte beaucoup plus cher et ça se retrouve dans le prix d'une bouteille de vin. Quel est le mode de vendange? Arrivé le mois de septembre, octobre, quand il faut vendanger, est-ce qu'on fait de la vendange manuelle ou est-ce qu'on fait de la vendange mécanique? C'est facile à comprendre. Une fois que la machine est rentabilisée, vous comprenez bien que ça coûte moins cher de vendanger à la machine. Dans les variables qui font le prix d'une bouteille de vin, il y a aussi l'histoire du domaine. Et ouais, si c'est un domaine familial qui se transmet de génération en génération, eh bien les exploitants actuels n'ont pas eu à supporter le coût d'achat foncier des terres, du domaine, etc., des infrastructures. Tandis qu'un vigneron qui s'installe en partant de zéro, en achetant des terres, en achetant un domaine, lui il est obligé d'emprunter à la banque. Et ces emprunts-là, de la même manière, ça se retrouve dans le prix des bouteilles de vin. Et puis enfin, il y a des choix. C'est-à-dire que le vigneron, il choisit de marger plus ou moins sur telle ou telle cuvée parmi toutes celles qu'il propose. C'est lié aussi au coût de production, mais il y a aussi une partie de choix des vignerons. Voilà, en conclusion, j'espère que vous avez appris 3 choses aujourd'hui du coup. Moi c'est Hugo, j'ai décidé de créer une boîte qui s'appelle Baltaz. J'ai l'ambition de créer une marque média, parce que bientôt sur baltaz.co vous allez pouvoir acheter du vin sous forme de coffret, sous forme d'abonnement. Média, parce que ce que j'ai envie de faire c'est aussi de créer des contenus sur les vignerons et les gens qui font le vin de manière générale à travers la France. Cette aventure entrepreneuriale un peu, je la documente dans mon podcast qui s'appelle Baltaz Story. Je vous mets le lien en description, vous pouvez aller écouter. Et puis bien sûr, si vous avez aimé les extraits avec Anne, avec Laure, Jules ou Simon, je vous invite à aller écouter le podcast Baltaz, dans lequel je discute avec eux sur des temps un petit peu plus longs. Évidemment, baltaz.co sur tous les réseaux. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, noter, partager, etc. Bisous tout le monde, on se retrouve bientôt, buvez bon et bien entouré. Ciao.